Bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous avons le plaisir de recevoir Dr Bakary Samb. Bonjour. Bonjour Mamoudou. Vous êtes politologue, enseignant-chercheur au Centre d'études des religions de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, fondateur de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique au sein de Timbuktu Institute, dont vous êtes le directeur. Cette semaine est marquée par la disparition du khalife général des Tijanes, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, un khalife qui avait la particularité de guider la communauté Tijane du Sénégal sans avoir eu à parler en public. Il ne s'était pas rendu au siège à Tivaouane. Son porte-parole, frère cadet et aujourd'hui successeur au califat, Abdul Aziz Sy Al Amin, se chargeait de faire passer les messages aux fidèles. Pour ceux qui ne comprenaient pas la méthode Al Maktoum, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Merci Mamoudou, merci de l'invitation. Je salue au passage les nombreux auditeurs de cette émission phare de l'actualité politique et de l'actualité tout court au Sénégal. Parler de Al Maktoum, c'est très difficile parce qu'il s'agit de parler de quelqu'un dont le qualificatif est Al Maktoum, le cachet, l'énigme. Je crois que c'est un homme multidimensionnel dans le sens où, en même temps qu'il incarnait la stature d'une autorité religieuse incontestable dans ce pays, et depuis très longtemps, c'était un homme parfaitement engagé sur le plan social, parfaitement engagé aussi sur le plan politique pendant très longtemps, donc un homme de son temps, difficile à analyser, difficile à cerner, mais peut-être qu'au cours de la discussion, nous aurons l'occasion de revenir sur les nombreuses facettes de cette vie remplie, cette vie engagée, cette vie aussi faite d'interrogations, de rupture comme de continuité. Justement, d'où ma question. Il ne parlait pas alors qu'il était khalife général des Tijanes. Il n'était pas au siège de Tivaouane. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Serigne Cheikh a été le marabout qui a le plus parlé au Sénégal. C'est-à-dire que j'aurais aimé que votre question soit que nous inspire son silence. Mais Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum a été quand même ce marabout qui a même vulgarisé cette méthodologie un peu rare qu'on a retrouvée chez lui, de tenir des conférences partout au Sénégal. Si vous allez sur les supports de communication aujourd'hui, ces discours sont partout. Moi, je me suis dit, c'est quelqu'un à un certain âge, à un certain niveau de sa vie spirituelle, se dit est-ce qu'il n'a pas déjà tout dit, ce qu'il devait dire. Et c'est pour cela que son silence m'a toujours interrogé. Et c'est ce silence dans lequel se sont tassés beaucoup de bruit. C'est un silence qui a fait beaucoup de bruit. Justement parce que je pense que le fait de ne pas parler en public, pour moi, c'est une attitude déjà, c'est une prise de parole. C'est quelqu'un de très critique déjà à l'égard de ce qu'on appelle les marabouts, à l'égard de ceux qu'on appelle les chefs religieux. Il faut se rappeler que c'est très tôt qu'il a écrit quand même un ouvrage intitulé Le vice des petits-fils ou des fils des marabouts. C'est très tôt quand même que cette personnalité a toujours dit qu'au Sénégal, on sentait quand même une certaine réserve en disant qu'au Sénégal, il a tiré sa conclusion. Le religieux et ce qu'il appelle le Hada, c'est-à-dire le folklore autour du religieux, seront perpétuellement en lutte, mais hélas pour lui, la conclusion était assez sévère. Le folklore prendra toujours le dessus sur le religieux au Sénégal et la victoire sans appel de ce qu'il appelle le Hada sur la haqiqa, sur la religion. Donc c'est quelqu'un, à un certain moment, je pense qu'il était critique sur la société sénégalaise elle-même, mais aussi je pense que je dis pas qu'il était découragé, mais c'est quelqu'un qui peut dire qu'il avait déjà tout dit, qu'il n'avait plus rien à ajouter. Mais fallait-il comprendre dans son attitude un refus du califat tel que nous le comprenons, tel que nous le vivons? Je l'ai plusieurs fois entendu relater cette conversation qu'il dit avoir eue avec le gouverneur Lamy, qu'il disait que je voulais faire d'un tel le khalife général
des Tidjanes. Et il lui dit, mais est-ce que vous vous êtes concerté avec tout le monde? Est-ce que vous avez interrogé Kaolack? Est-ce que vous avez interrogé Thiénaba, etc. Donc, et la conclusion était de lui dire, comment voudrais-tu donc, en tant qu'autorité politique, choisir un guide à des communautés que tu n'as pas consultées? Il n'a jamais affectionné le terme de Khalif général. On l'a entendu hier dans la bouche de Serigne Abdou Aziz Al Amin, le nouveau calife, qui dit que c'est seulement le Toubab, le colonisateur, qui ne savait pas comment nous appeler et qui nous a collé cette étiquette-là de Khalif général. Connaissant Serigne Cheikh et son attitude critique par rapport à toute forme de dépassement, de pouvoir, etc., connaissant tout son rejet pour tout ce qui est imposé, cela ne m'a pas étonné qu'il n'ait jamais voulu incarner son magistère sous ce nom-là. Mais en même temps, son autorité était là. Oui, c'est ce que... Sur la communauté. C'est ce que j'ai dit. Oui. Il a été l'absent le plus présent sur la scène religieuse du Sénégal et surtout à Tivaouane. L'absent le plus présent. Et aujourd'hui même, il y a un paradoxe avec la disparition de cet illustre personnage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous a tellement habitués à son absence que sa mort... sa disparition a provoqué une nouvelle forme de proximité que nous n'avions pas à son égard avant. Quand je vois les gens autour de son mausolée, je dis, tiens, il y a un paradoxe là, il y a quelque chose d'absurde. Cette personnalité-là nous avait tellement habitués à son absence et nous avions tellement habitués à sa parole surtout. Et aujourd'hui, nous voilà autour d'un mausolée et sentant une proximité, enfin, pendant qu'il n'était plus là, physiquement. Al Maktoum, le guide spirituel, Al Maktoum, le politique, Al Maktoum, l'industriel. On a beaucoup parlé de ce rachat de la Socosim à 16 milliards auprès de la Banque européenne. Quelle dimension de l'homme primé sur l'autre? Je crois que c'est tout cela qui fait Al Maktoum. Vous savez, il ne faut pas oublier quand même qu'il est l'un des théoriciens les plus avisés de la philosophie de la Tijaniya. Dans le sens où la Tijaniya est une forme de rupture sur le plan du soufisme par rapport aux autres confréries qui l'ont précédé. Il faut se rappeler que le fondateur de la Tijaniya a été dans une confrérie qui s'appelle la Khalwatiya avant d'arriver dans la Tijaniya et d'avoir reçu, comme on le dit dans les lettres de la confrérie, ce message de son grand-père, de son ancêtre, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est-à-dire que, comme il l'a dit dans un de ses ouvrages, dans un de ses poèmes très affectionnés des Sénégalais, c'est dans Fa'ileika. Il parle de son homonyme qui est le fondateur de la Tijaniya en disant ceci. وجعلت دنيا العالمين شقيقة للجنة العليا بكل معاني هذه لتربية وتلك لراحة معناهما في الخير والإحسان. Il lui dit que Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane Chérif a été capable de jumeler ce monde d'ici-bas avec le ciel. C'est-à-dire que la Tijaniya c'est cela, une exigence d'une excellence spirituelle, mais aussi d'une excellence dans le monde d'ici-bas. Ce qui fait que, finalement, c'est ce qu'il a fait. Ce qui a pu lui permettre de réaliser ce qu'il a fait, c'est-à-dire un véritable exil, mais au milieu de la société. Donc, pour mieux comprendre sa dimension, c'est cela, c'est cette notion de himma, c'est-à-dire la volonté, c'est pas comme la volonté de puissance, c'est Nietzsche autre, mais cette volonté de dompter ce monde-là, mais aussi d'être parmi les plus spirituels possibles. Donc il a incarné cela et il n'y a pas, donc quand on a une lecture totale de cette personnalité et de sa dimension, il n'y a pas de contradiction, mais une véritable complémentarité, et ce sont ces différentes choses-là qui font qu'il était comme El Hadji Mbaye l'appelait l'autre chose. Et pour résumer, c'est quoi le legs de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum? Un legs spirituel, mais aussi un legs politique, je peux dire, un legs sur le plan social. Mais si je voulais véritablement résumer sa philosophie, je dirais que c'est une philosophie basée sur l'audace,
de la critique sociale qu'il a menée depuis très longtemps. On se rappelle qu'il était l'un des penseurs qui avait déjà critiqué la fédération du Mali en disant que ça va pas réussir, en disant que parce que dans cette fédération-là, on ne pourra pas prendre en compte les spécificités des différentes régions, etc. Et c'est quelqu'un qui a vécu de manière énigmatique. Et je pense que en revenant sur un extrait d'un de ses plus beaux poèmes aussi, qu'il a dû composer quand il était en prison, il dit que la prison, c'est le paradis pour le repos du penseur et que il l'aide véritablement à rompre les relations futiles. Donc c'est un personnage qui a vécu avec nous en toute liberté, mais dont la présence n'a pas été une présence physique que tout le monde pouvait constater et n'était pas proche, on dirait, de tout le monde, mais que sa pensée, c'est cette pensée-là de la Tijania en voulant jumeler le monde du Siba et le monde spirituel, si j'ose dire. Et c'est là qu'on peut retrouver une petite synthèse, c'est difficile de le faire, hein. Oui. L'œuvre est colossale, oui, de la pensée et du legs de Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum. Le monde d'ici-bas, je vais un peu tordre le cou à la règle, hein, à l'usage dans cette émission. Je vais vous faire écouter, vous et les auditeurs qui nous suivent, un son. C'est Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum qui parle lui-même de la Sococim. On découvre ici la dimension de l'industriel et de ce que nous appelons aujourd'hui le patriotisme économique. Lui-même en parle. Ablaye, le technicien. Voilà. On va suivre Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum sur le rachat de la Sococim, notre technicien. Bon, on va y revenir. Ablaye, quand tu seras prêt, tu me feras signe. Mais parlons du leader politique Bakary Samb. Il a créé le Parti de la Solidarité sénégalaise et il avait tenu à deux choses. D'abord, l'autorisation de son père, Serigne Ababacar Sy, et il a fait face à une double adversité à l'époque. Adversité des politiques, mais adversité de certains chefs religieux. Parlez-nous de la dimension politique. Cette dimension politique est très importante. Je vous ai dit tout à l'heure que il était l'une des personnalités sénégalaises à s'opposer à la Fédération du Mali avec des arguments à l'époque, avec le fait d'avoir fait la prison, cet engagement-là, et les élections de 1959 contre Senghor qu'il dit avoir remporté. Et je pense que cette dimension politique, elle a toujours été présente. On l'a vu après aussi, d'un côté, une dimension politique faite d'engagement sur sa personne, mais aussi de médiation. Il raconte les multiples péripéties, les négociations ardues avec un certain Abdoulaye Wade, la médiation entre Cheikh Anta Diop et Senghor, et quelqu'un qui, très tôt, certainement par la dimension de son père, Serigne Babacar Sy, a su fréquenter le général de Gaulle, gouverneur Lamy, etc. Donc il a baigné dans ce milieu-là. Et il n'y a rien de contradictoire dans cet engagement-là. Et on le voit même plus tôt, dans les années 60. Quand on revient sur son ouvrage intitulé brièvement L'Islam au Sénégal, et où le critique littéraire libanais Yahya Haqi a pu compiler les différentes conférences de Serigne Cheikh. Là, il entre dans une véritable critique de la mondialisation à l'époque et parlait des problématiques que nous vivons aujourd'hui, où il disait que si le monde continue à fonctionner ainsi, ce monde-là va devenir une boucherie où les moutons et les autres à qui on a enlevé leur dignité iront perturber le sommeil des habitants des gratte-ciel et du patron et du grand patronat. Et donc c'est quelqu'un, je pense qu'il y a une certaine vision basée, comme je l'ai dit, sur ces principes de la Tijania. Mais dans quelle mesure son engagement politique pouvait-il être mal vu? Vous savez, de la part de certains chefs religieux. C'est normal. Ouais. C'est un précurseur. Lui-même, il le dit. En Wolof, il disait toujours Kumunul Topando Dangay Njeke.
c'est-à-dire faire aujourd'hui ce que tous feront demain. Il est dans cette vision-là. Non seulement au niveau des marabouts, vous l'avez vu, la manière dont ils s'habillaient, le fait de conduire une voiture, il raconte tout cela. Et au niveau de la classe politique aussi, qui voyait d'un seul coup un fils de chef religieux entrer de manière brusque sur le champ politique. Donc il avait deux formes d'adversité. Une adversité de la part de certains religieux qui n'étaient pas habitués à de telles attitudes de la part de ce qu'on appelle les fils des marabouts et qu'il a critiqué en leur disant que, écoutez, l'islam, la religion n'est pas un métier. C'est pour ça d'ailleurs ce qui nous amène dans sa dimension économique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le kasbul halal, c'est-à-dire que se garantir le minimum nécessaire sur le plan économique pour mieux préserver sa foi et sa dignité. C'est dans ce sens qu'il faut intégrer l'entrepreneuriat de Serigne Cheikh. On va l'écouter justement, Al Maktoum. ma dem ca banque européenne pour yaatal ko ñu lebal ma 16 milliards ma laaj leen garantie bu ñuy laaj ñu ni soxlawuñu garantie ñu ni naka la dayo bor bi ñaata at lay am ñu proposé ñaar ni benn ñu def ko juróom-ñaari at wala ñu def ko fukki at ak juróom ma teg ko ci loxo ministère de la coopération bu Paris ma ni buñ ko yónnee si fii nañu ko gérer ñoom ca Paris gannaaw bi ñu soxla 2 milliards yu ci yokku ndax yi tegu ci njëkk yi ñu joxe ko muy 18 milliards ma liggéey ci juróom-ñaari at fay ko ba mu jeex li ci Sénégal participé woon keroog ba ma koy fay Famara Sagna moo nekk ministre des finances moom laa ko signal maak moom ba ñu noppee ma di ko tooñ ni ko lu ma leen ameel mu xool ma ni ma sa baat ni poto ma ni ko yéen nag li ngeen ma ameel kañ ngeen ma koy fay ku dey ma ni ma bu ko tudd moom xaaral ba ci kanam tuuti rek ndax kees yépp dafa nit mu ni ma góor gi sax ak ma yónni ci Abdou pour ñu dépanner ko tuuti wante kees yi dafa vide. Docteur Bakary Samb est l'invité du grand jury. Il est enseignant-chercheur à l'UGB et directeur de Timbuktu Institute. Un extrait en wolof bien sûr, mais qui peut être résumé, c'est Serigne Cheikh qui parlait des circonstances dans lesquelles il avait acheté la Sococim à 16 milliards de francs CFA. Oui. Oui, aucune contradiction. Parce que lui-même, en étant leader religieux, ne se voit pas priver les possibilités d'être un leader dans les autres domaines. Il le dit à son homonyme, justement, dans ce même poème, quand il l'écrit. Umana ou Narjika, fita addudi sa'ihim, umana ou hadhal alamil jismani. Il lui dit, les véritables leaders de ta voix, s'ils en ont la volonté et s'ils en déploient les efforts, peuvent être les leaders dans tous les domaines de ce monde-ci. Donc il n'y a pas encore là une fois une scission à faire entre la sphère politique et la sphère religieuse dans l'analyse de la personnalité de Serigne Cheikh Al Maktoum. Et je pense que c'est ça, vivre cette vie-là en tant que spirituel, mais aussi être dans une forme d'engagement sociétal de manière pleine. Il n'y a aucune contradiction là-dessus. Seulement, il faut saluer quand même cet esprit d'entrepreneuriat et à l'époque. Et prendre d'assaut comme ça une industrie aussi importante, ça nous renvoie à nos patriotismes économiques d'aujourd'hui. Je pense que sur ce plan encore, vous me demandiez tout à l'heure, c'est quoi le legs? Là aussi, il y a un leg pour notre monde économique et pour nos jeunes entrepreneurs à passer vers cette forme d'indépendance économique-là. Et la bonne question, c'est aussi comment Serigne Cheikh a finalement perdu la Sococim. Je n'en sais rien. C'est un gros point d'interrogation. Bon, il faudra faire des recherches. On dit en arabe, nisful ilmi la adri, la moitié du savoir, c'est je ne sais pas.
Alors, docteur Bakary Samb, parlons, avant de parler d'Al-Amin, qui est aujourd'hui le Khalif général des Tidjanes, Serigne Moustapha Sy, le leader de la Daïra Moustarchidine ou Al-Moustarchidati, il est orphelin parce qu'il a perdu son père. Est-ce qu'on peut dire qu'il est doublement orphelin par rapport à la protection dont il bénéficiait de son père et guide aussi en même temps? Je ne pourrais pas dire qu'il est orphelin parce que lui-même a dit le jour des funérailles qu'il était avec son oncle, et il ne faut pas l'oublier, qu'il a éduqué. Serigne Moustapha a grandi à Tivaouane. Ça, c'est un. De deux, je pense que Serigne Cheikh reste pour lui encore un père spirituel. Serigne Moustapha Sy ne peut pas être orphelin. Et lui-même, il l'a toujours démontré. Je pense qu'il s'est inscrit dans la lignée de son père en ne donnant pas assez d'importance à cette filiation parentale, si on peut dire, en étant dans cette forme de filiation spirituelle, mais aussi filiation dans le sens d'un modèle. C'est quelqu'un qui admirait son père. Lorsqu'il parlait, il était à côté toujours en train d'admirer ce qu'il dit. Et je le rappelle, Serigne Moustapha, sur ce point de vue, a véritablement vécu les principes qui sont énumérés dans ce vers qui dit Kun ibn man shi'ta waqtasib adaban yurnika madmunuhu anin nasabi. Sois le fils de qui tu veux, mais va chercher la connaissance, la science, la compétence. Tu n'auras plus besoin de dire que tel est mon père. Je pense que lui aussi a véritablement épousé cette philosophie. Et de quelle manière? Serigne Moustapha Sy, un personnage religieux, jouant pleinement son rôle, guide spirituel des Moustarchidines. Personnage politique aussi. Il a même parlé de la réactivation de son parti. Des années 70, 80, où il y avait un besoin pour les jeunes d'être guidés, etc. Il a joué un rôle. Et là, personnage politique, engagé. Mais quoi de neuf? Il n'aura aucune difficulté à se mouvoir, à continuer à se mouvoir dans cette société sénégalaise-là, malgré la disparition de son père. Moi, je crois en deux types de capacités de ce grand monsieur. Un, sa capacité à évoluer, à prendre ses responsabilités, ça tout le monde l'a vu. Deux, sa capacité d'avoir une intelligence des situations. On l'a vu à Tivaouane ces derniers jours. Il y a quelque chose d'extrêmement important qui s'est passé, et je pense que là, il est en train de revivifier l'esprit d'Al Maktoum. Et il a dit à partir d'aujourd'hui, mon Khalif, c'est Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, c'est lui. Aujourd'hui, le Khalif général des Tidjanes, Al-Amin, le Khalif avant le califat? On est tenté de le dire. Serigne Abdoul Aziz Al-Amin n'est pas, à mon avis, quand j'ai entendu des journalistes dire intronisé, je ne crois pas. Je pense qu'il est consolidé sur le fauteuil de gardien du temple qu'il a occupé depuis très longtemps. Gardien du temple, c'est l'expression de professeur Mbaye Thiam. Et je crois qu'à l'âge de 17 ans, il était déjà le bras droit de son père, qui l'envoyait à tous les Moukadab, mais aussi qui était l'intendant assidu de la maison. Et cela ne l'a pas empêché d'avoir une stature internationale. On l'oublie toujours, hein. On le voit toujours à Tivaouane, etc. N'oublions pas qu'il a été le membre fondateur de la Fédération des associations islamiques du Sénégal, avec Excellence Moustapha Cissé. Il était dans toutes les démarches de la Ligue islamique mondiale. En certain moment, quand j'étais petit, j'étais très amusé de le voir dans une voiture immatriculée Ligue islamique mondiale. Il a été dans la Ligue des ulémas du Sénégal et du Maroc. C'est quelqu'un qui est reçu par le roi Mohamed VI en personne quand il est au Maroc, mais aussi partout. Je crois que là, je dirais pas, il n'y a pas de rupture, en quelque sorte. Et c'est le même qu'on a vu il y a 10 jours et celui qu'on a vu hier porter la parole de la famille de Seydi Hadji Malick Sy, mais gérer quotidiennement les affaires de la maison, tout en ayant un bon esprit de gouvernance du religieux dans un cadre assez difficile où il y a toujours eu des interférences entre le monde politique et le monde religieux. Et c'est ça, je pense, que la spécificité de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin. Et d'ailleurs, on l'appelle Amin. Al-Amin, c'est le digne de confiance. Et ce n'est pas lui-même qui s'est octroyé cette appellation. C'est Serigne Abdoul Aziz Sy, El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh, son homonyme, qui l'a appelé ainsi. Tivaouane plus uni que jamais avec Al-Amin? Je le pense. Et Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, je pense, avait déjà pas mal réunifié Tivaouane, et avec des mesures phares
que tout le monde a pu voir, mais je crois que Serigne Abdou Aziz Al Amin aujourd'hui est non seulement un dénominateur commun assez fonctionnel pour la famille ici, mais aussi pour toutes les branches de la Tijaniya et je dirais pour l'islam au Sénégal et dans le monde. Alors, ce qui nous amène à parler du pouvoir religieux et du pouvoir politique, parce qu'on a entendu Al Amin, avant même qu'il ne soit Khalif, se prononcer sur une chaude actualité, c'est l'incarcération du maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sy, accusé, Ababakar Sall, on est désolé, Khalifa Ababakar Sall, c'est un lapsus, et donc son incarcération pour détournement de deniers publics dans l'affaire de la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Al Amin s'est prononcé sur le sujet, on a entendu aussi Serigne Moustapha Sy en parler en disant si le président faisant allusion au président de la République Macky Sall, veut que nous soyons amis, il faut qu'il libère Khalifa Ababakar Sall. Là aussi, je dirais pas de rupture, sinon une continuité de ce rapport entre le politique et le religieux au Sénégal. Je dis même avant l'indépendance, rappelons-nous, le général de Gaulle en 58, il a fallu qu'il s'appuie sur les familles religieuses, etc. Et même bien avant, l'effort de guerre entre les deux, pendant la Première Guerre mondiale, etc. Donc c'est rien de nouveau. Et Senghor, qui avait été soutenu par les chefs religieux, Abdou Diouf, son fameux Ndigel, Abdoulaye Wade, et aujourd'hui le président Macky Sall. Donc je pense que aujourd'hui il n'y a pas de rupture en tant que telle. Et je pense que là, les religieux sont dans leur rôle. Mais pour certains citoyens, ça peut ressembler à une interférence dans la marche de la justice. C'est quoi votre réponse? Certains peuvent le voir ainsi, mais ça dépend des logiques. C'est vrai, on peut le dire d'un point de vue, une affaire pendante devant la justice, ça peut être interprété comme une interférence, mais vous savez, peut-être eux, ils fonctionnent sur une autre logique que je ne comprends pas toujours et que je n'essaie pas de justifier. Mais étant dans le rôle, n'a-t-on pas vu récemment, lorsque les syndicats d'enseignants refusaient de regagner les classes, que Al Amin lui-même interfère pour qu'on sauve l'année scolaire? Est-ce qu'on s'est plaint de cela? Je crois qu'ils sont dans le rôle. On l'a vu très souvent aussi, notre classe politique elle-même ne peut plus critiquer cela parce que c'est elle-même qui se mobilise auprès des khalifes généraux à Touba ou à Tivaouane. Qui se livre pieds et poings liés. Qui implique pleinement les chefs religieux. Mais je crois que sur cette affaire, je crois que ça fait partie d'un point extrêmement important pour la compréhension du fonctionnement de notre société. Certains l'appellent le contrat social sénégalais. Ce contrat social sénégalais-là qui est fait de négociations de sens entre le politique et le religieux, c'est assez subtil. Nous ne sommes pas dans la forme de la laïcité à la française. Je pense que je reviendrai plutôt sur le concept que développe mon ami du GB qui parlait d'une sénégalité originelle de la laïcité, expliquant que même au temps du Damel, entre le Damel et le Serigne Factal, il lui disait, ben, vous pouvez avoir des terres, cultiver votre arachide, enseigner votre Coran, etc., mais ne vous mêlez pas de ma politique, etc. Donc, il y a toujours eu une négociation de sens et on est dans cette continuité. Cette affaire est quand même assez grave, assez importante au Sénégal, cette affaire Khalifa Sall. Oui. En quoi? Et je crois que d'abord sur le plan politique, quand on regarde cela, sur le plan de l'analyse, on se dit bon, on est là devant une grande question sur la question de la justice, etc. Est-ce que c'est une justice égalitaire, équitable pour tous? Mais en définitive, moi je crois, et je n'ai jamais lancé de message, mais je crois que aujourd'hui, aller dans le sens d'un apaisement et une décrispation du climat politique justement dans la justice et l'égalité pour tous serait un des plus beaux hommages à Al Maktoum. Est-ce que quand Serigne Abdou Aziz Al Amin, recevant les politiques hier à Tivaouane, appelle à une sorte de trêve, à cesser les invectives, il ferait allusion à l'affaire Khalifa Ababakar Sall? Moi, je placerais cela dans un contexte plus large. J'en ai pas parlé avec lui, je fais qu'analyser en tant que politologue. Je pense qu'aujourd'hui, le pays, à quelques mois des élections, est déjà entré dans un engrenage de violence qu'il faut arrêter. Aussi bien au sein des partis politiques, on n'a jamais autant eu besoin d'apaisement
du climat politique aujourd'hui. Je crois que la société civile même devrait s'engager pour cela, et que je pense que là, si El Amin appellerait vers une chose, vers une telle chose, ce serait quelque chose de qu'on pourrait bien apprécier. Je crois que le climat social, le climat politique a besoin d'être décrispé, d'être apaisé aujourd'hui. Décortiquons la réponse que le président Macky Sall a l'habitude de servir dans ce genre de situation. On sait que dans le cadre de l'emprisonnement de Karim Wade, Touba, comme d'autres chefferies religieuses, lui avait demandé de libérer le fils de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. Et il a dit qu'il ne pouvait pas le faire parce que l'affaire était pendante devant la justice. Une libération qui n'est intervenue qu'après une condamnation définitive. Cette fois-ci, il y a aussi une demande réitérée de libérer Khalifa Sall. Pour le moment, sa réponse, elle est silencieuse. Khalifa Sall est toujours entre les mains de la justice. Il a même été entendu dans le fond par le juge d'instruction. Ses avocats vont déposer cette semaine une demande de mise en liberté provisoire. Les réponses que le président Macky Sall sert aux chefs religieux, comment vous les analysez en tant que politologue? D'abord, le silence est une réponse très diplomatique. Mais aussi, en tant que chef d'État, il y a quand même des positions de principe par rapport à des affaires pendantes devant la justice. Mais je ne sais pas ce qui se passe, peut-être si coulisses il y a dans les coulisses. Mais il faut, dans ces circonstances-là, en tant que président de la République, il faut quand même faire bonne figure pour ne pas perdre la face. C'est-à-dire? Les principes sont là, devant la justice, c'est pendant, je n'y peux rien. Mais tout le monde sait, les prérogatives qui sont les siennes, ça peut s'appeler de différents noms. Je ne sais pas s'il peut, dans le cadre de cet apaisement, dans le cadre de cette recherche de solutions, aller au-delà. Docteur Bakary Samb, l'invité du grand jury, les confréries au Sénégal, parce que vous travaillez beaucoup sur le phénomène djihadiste, est-ce qu'on peut vraiment le dire de manière définitive qu'elle constitue un rempart face au djihadisme? On l'a dit pendant des années, et depuis quelques années, je commence à mettre des si. Les confréries peuvent, hein, on a quand même au Sénégal un socle assez important. Je l'ai dit lors de la visite de Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur au Sénégal, que le Sénégal quand même a un avantage de pouvoir chaque fois construire ce qu'on appelle les résiliences communautaires. On a un socle assez important. On a des leviers de médiation. Les confréries en font partie. Les confréries, pour moi, quand j'ai commencé à mettre des si, les confréries peuvent constituer des remparts si elles arrivent à mieux didactiser leur message en direction d'une jeunesse en forte quête de spiritualité. Dans un monde marqué par une forme de mondialisation du croire, où si notre offre spirituelle n'est pas positionnée dans ce monde, dans ce marché des biens symboliques, nos jeunes peuvent aller chercher ailleurs et peuvent être influencés par l'ailleurs. La deuxième chose, il faut que les conflits aussi, pour jouer ce rôle de rempart, demeurent crédibles aux yeux de la jeunesse et aux yeux de la classe politique et de l'intelligentsia. À force d'acquaintance répétitive avec le monde politique, elles peuvent courir le risque d'être confondues au système, ce système même que combattent les jeunes. Et à ce moment-là, on arrivera à des situations comme l'Algérie, où face à ce processus qui a décrédibilisé les confréries avec le mouvement nationaliste, on a vu l'émergence du fils, etc. Pour dire quoi? Les autres qui sont en face, il n'y a pas que les confréries, il y a le mouvement salafiste qui est là, qui est assez actif. Le salafisme a cette manie de pouvoir utiliser toujours la modernité technologique pour mieux combattre la modernité sociale. Aujourd'hui, face à des chefs religieux, face à un système qui est là, ils peuvent proposer d'autres modes de spiritualité, parfois beaucoup plus didactisés, et que cela peut attirer certains jeunes. Ce n'est pas un hasard que certains de nos djihadistes qu'on disait être à Sirte aient été formés à l'université. Impensable. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'islam aux apparences rationalisées, mais qui veut faire une rupture au Sénégal et drainer le plus de monde possible vers cet islamisme mondialisé pour qu'on soit
d'autres causes, c'est-à-dire affaiblir les confréries pour véritablement créer des populations, des citoyens sénégalais déterritorialisés, facilement qui pourraient être captés par des idéologies allant vers le sens du salafisme et du djihadisme. Mamoussaka, c'est un internaute qui pose une question. Votre dernier rapport sur le djihadisme a été sévèrement critiqué. Sur quel fondement, c'est sa question, quel fondement êtes-vous basé pour aboutir aux résultats auxquels vous êtes parvenu? On ne pourrait pas, dans cette émission, faire un cours de méthodologie. La méthodologie a été détaillée dans le rapport, qu'il devait lire d'ailleurs. Je pense qu'il trouverait une réponse. Mais vous savez, il y a eu beaucoup de bruit, mais on a l'habitude. Lorsqu'on est chercheur, il faut accepter de prendre des coups comme ça. C'est normal. C'est quand on génère des idées nouvelles, il y a des résistances dans la société. Et puis en définitive, vous savez, il y a plusieurs types d'individus. Vous aviez dit quoi? J'avais dit que 90,3% des jeunes rejettent le djihadisme. Certainement, d'autres vont dire, ouais, les 10%, le restant sont pour le djihadisme. Mais j'avais surtout tiré la sonnette d'alarme sur une jeunesse anxieuse, une jeunesse que je félicite. Tout le monde pensait que je stigmatise la jeunesse de la banlieue. Et non, cette jeunesse-là, malgré la pauvreté, malgré le manque d'emploi, malgré la précarité, rejette le djihadisme à 90,3%. Il y a certainement des éléments quand même assez inquiétants qui étaient là, qu'on a pu signaler en tant que cas d'étude. Et je pense que notre rôle, c'était d'aviser simplement. Et je pense que les autorités ont bien entendu. Si je vois les derniers signaux, notamment l'école des officiers de gendarmerie nationale, je pense que c'est sérieux dans ce pays, a consacré sa dernière conférence lors de du 10e anniversaire sur la radicalisation religieuse des jeunes. Donc l'État prend en compte certaines remarques et essaye de gérer cette menace qui, je le dis encore, n'épargne aucun pays. Et elle est réelle? Vous savez, les critères, en tout cas sur le Sénégal, les critères d'évaluation de la menace ont changé. Avant, dans mon rapport de 2013 sur Grand Angle sur le radicalisme religieux et la menace terroriste au Sénégal, on était sur le schéma de dire est-ce qu'il y a assez d'éléments radicalisés qui pouvaient basculer. Aujourd'hui, tout a changé. Tout a changé parce que nous ne sommes pas à l'abri de ce ventre mou malien. Tous les pays voisins du Mali ont des inquiétudes à se faire. Le Burkina Faso a été attaqué d'abord avec la gendarmerie d'Oursi avant les attentats de Ouagadougou. La Côte d'Ivoire a été attaquée. Aujourd'hui, on va le Niger, dans le nord Tillabéri, vers Tazalit, etc. Donc il y a ce ventre mou malien qui est devenu l'épicentre du djihadisme et à partir duquel tous les pays frontaliers du Mali peuvent faire des inquiétudes. L'État sénégalais a pris de bonnes mesures, la surveillance des frontières, les patrouilles mixtes, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, les attentats de Ouagadougou ont signé la fin des exceptions en Afrique de l'Ouest, de la même manière que Grand Bassam a signifié l'absurdité même de la prévision. Aujourd'hui, on est face à une guerre asymétrique où l'ennemi est invisible, diffus, surprenant et parfois même déjà à l'intérieur. L'arrestation récemment de 2 djihadistes présumés maliens, ici à Dakar. Ce n'est pas une nouveauté, c'est dès les années 2012, il y a eu l'arrestation des jeunesses islamistes combattantes qui venaient du Maroc, qui étaient arrêtées à Léopold Sédar Senghor. Il y a eu les questions de ces imams qui ont été arrêtés, etc. Je crois que ce n'est pas une nouveauté. Et le Sénégal est, comme je le dis souvent, cet îlot de stabilité dans un océan d'instabilité, ce qui est en même temps une chance, mais aussi en même temps une vulnérabilité. C'est une chance parce que tout le monde, la communauté internationale, les Sénégalais eux-mêmes, le monde, tout le monde a intérêt à ce que le Sénégal reste stable. Mais en même temps, pour les djihadistes, un pays ainsi fait, qui est un pays de passage, qui est un pays où tout est logé, c'est-à-dire que les grandes organisations internationales, aussi c'est un pays qui est une véritable cible, une cible de luxe. Modou Pouy, sa réflexion, je l'ai trouvée intéressante, quoique discutable. Il dit, la question que je pose à mon professeur Bakary Samba est la suivante: comment se fait-il que le Sénégal, qui fait partie du Sahel, ne puisse pas intégrer le G5 Sahel? Et lors de la rencontre précédente des chefs d'État de ce G5, l'invité de marque était le président guinéen Alpha Condé, qui a déclaré que son pays va intégrer le G5 pour une unité de lutte du terrorisme dans la sous-région. Et depuis lors, le président Macky Sall n'a fait aucune démarche de connivence avec son
ministre des Affaires étrangères pour faire partie de cette coalition en préférant modifier le code pénal et en y introduisant des sanctions contre la fausse alerte qui n'est même pas définie selon lui dans le texte de loi. Est-ce que le Sénégal n'a pas un problème de diplomatie avec les pays de la sous-région? Les sanctions contre la fausse alerte ne sont-elles pas des facteurs qui freinent l'engagement du citoyen qui voit une épée de Damoclès au-dessus de sa tête? Car le citoyen peut se tromper dans l'appréciation d'un présumé terroriste. Qu'est-ce qu'en pense le professeur? Vous êtes son professeur. Modou Pouy, en licence sciences sociales des religions à Gaston Berger de Saint-Louis, que je connais bien. Je pense que le Sénégal devrait avoir le réalisme, sinon le pragmatisme, de rejoindre le G5 Sahel. Et je l'ai défendu. Est-ce que c'est le Sénégal qui refuse ou est-ce qu'on lui ferme les portes? C'est la traditionnelle question. Mais pour rappel, il y a le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et quel autre pays? La Mauritanie. Voilà. Oui. 5 pays. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'on n'est pas dans une guerre de leadership entre les chefs d'État? Ça peut se poser. Mais je pense que le réalisme aujourd'hui serait, et le pragmatisme de rejoindre ce G5 Sahel. C'est que le Sénégal est dans plein d'autres dispositifs, le pacte avec la France, etc. Mais aujourd'hui, c'est un non-sens d'être en dehors du G5 Sahel. Et regardez le Maroc. Malgré la question du Sahara, le Maroc a été pragmatique de rompre avec la diplomatie de la chaise vide et occuper sa place en Afrique. On devait s'en inspirer quand même. Et je pense qu'au-delà de toute forme de velléité ou de divergence, les Sénégalais disent que le G5 ne veut pas, les gens du G5, dont certains que je connais bien, disent que c'est le Sénégal qui ne veut pas, mais aujourd'hui c'est un non-sens qu'on soit en dehors du G5 Sahel pour plusieurs régions. D'ailleurs, notre diplomatie aurait-elle dormi sur ses lauriers? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'ait pas été proactif? Je ne sais pas, mais quand même, en tout cas, l'attitude de la Guinée est assez révélatrice. Si l'on sait aussi l'importance d'une telle position et le signal que cela se donne. On n'est pas très loin quand même des souvenirs de l'affaire gambienne. Oui, de l'affaire gambienne. Parce que vous pensez que la Guinée a eu un rôle qui n'était pas dans... Je ne le dis pas peut-être pas dans ce sens, mais je crois que c'est très proactif de la part de Condé de vouloir rejoindre le G5 Sahel, parce que le Sénégal, dans le G5, a toute sa place. D'abord, en termes d'apport, d'expérience, on sait que nos forces de défense font un travail extraordinaire au sein de la cellule de lutte antiterroriste au Sénégal, qui fonctionne assez bien, un renseignement qui fonctionne. Ça, c'est à leur honneur. Mais je crois que le Sénégal d'abord pourrait apporter ces savoir-faire-là, ces expériences-là, mais aussi le Sénégal pourrait apporter au G5 Sahel ce que j'appelle la construction des résiliences communautaires. Après les attentats de Nice, mais j'ai accueilli ici des jeunes Français, musulmans, chrétiens, juifs, qui sont venus me dire, nous sommes venus pour apprendre du modèle du vivre ensemble sénégalais. Et je pense que dans la région, dans la sous-région et au sein de cet ensemble-là, le Sénégal a des choses à apporter. Dans la réflexion de Modou Pouy, il y a la fausse alerte. Il en parle en disant qu'en légiférant avec et en durcissant même les sanctions, on pourrait peut-être décourager le citoyen qui serait tenté plutôt de collaborer avec les forces de sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un danger? La stratégie du Sénégal est toujours entre ces deux socles-là. Un, ce que le président Macky Sall appelait lors du forum paix et sécurité la réponse doctrinale, mais aussi le code pénal. Moi, j'ai l'habitude de dire que on n'a jamais vu un code pénal et une Kalachnikov vaincre une idéologie. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est le renforcement des résiliences. Vous savez, la résilience est assez importante. Et je pense qu'il y a des socles, il y a des ressources spirituelles, il y a des ressources traditionnelles au Sénégal qui peuvent renforcer cela. L'autre chose, c'est que Modou Pouy dit, je crois que, oui, on a peur d'entrer dans une ambiance de délation, de condamnation, tous azimuts, etc., qui pourrait faire rendre le climat sécuritaire beaucoup plus tendu, je comprends, mais aussi, je pense que récemment, il y a 2 ans, le ministère de l'Intérieur, le gouvernement a quand même incité les citoyens à être vigilants tous ensemble. Peut-être qu'il faudrait trouver un juste milieu entre la responsabilité du citoyen, sachant que la sécurité incombe à tous, mais aussi la méfiance par rapport à une situation délétère qui arriverait à des délations.
Le Maroc qui tape à la porte de la CEDEAO, c'est une bonne chose. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO devrait aller dans le sens d'intégrer le Maroc Voilà un pays, en son sein? voilà un pays Oui. qui a compris, qui a complètement intégré ses contraintes géopolitiques. Sachant qu'au nord, il ne peut pas attendre à grand chose. Il y a l'Espagne qui lui prend déjà Ceuta et Melilla. À l'est, il y a l'ami et voisin algérien. En face, il y a l'océan Atlantique. Le canal de déploiement naturel du Maroc, c'est en Afrique subsaharienne. La Tunisie demanderait aussi la même chose. Bien sûr, la Tunisie a appris la leçon marocaine. Et je crois que là, c'est bien que la CEDEAO s'enrichisse d'un pays émergent, d'un pays qui se développe. Il y a une première question. Que ferait-on de la question de la continuité territoriale avec la Mauritanie? La deuxième question, c'est quoi? Quelles sont les mesures économiques qui seraient prises pour que le Maroc ne soit pas le pays de dédouanement des produits européens et le pays de l'installation de toutes les entreprises européennes délocalisées, et que l'Afrique ne devienne que le territoire où circuleront les marchandises? Oui, vous parlez de la vision du roi Mohamed VI. Est-ce que ça veut dire que au sein de nos États, il y a un manque de vision, un manque d'agressivité? Vous savez, j'ai publié en 2010 un ouvrage intitulé Islam et diplomatie, la politique africaine du Maroc. J'étais au Maroc pour faire mon terrain en tant que chercheur en thèse dans les années 97-98, et le Maroc déjà préparait la vision Maroc 2010. Ce qui s'est passé, c'est que le Maroc bénéficie d'une stabilité politique. D'ailleurs, on l'a vu, même la COFAS en France, pour faire sa stratégie Afrique subsaharienne, ça a été présenté à Casablanca. Ça veut dire que le Casablanca, maintenant, est le hub de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est une réalité. La deuxième chose, c'est que le roi bénéficie d'un pays stable, où on peut voir loin, et en plus il a eu le courage de faire venir au début de son magistère les intellectuels, les cadres marocains bien formés dans les meilleures écoles, et leur assurer une sécurité politique. Je veux dire, la sécurité politique, c'est quoi? Leur assurer les possibilités, les conditions de travailler avec des coups de franche et de ne pas être tout le temps embêté par les appareils politiques. La protection des libres penseurs. La protection des libres penseurs et des gens porteurs d'initiatives. Très bien, un message à nos chefs d'État. On va terminer par une date qui a tendance un peu à disparaître dans les mémoires. L'alternance du 19 mars 2000, c'était ce jour. On est le 19 mars 2017. Il y a 17 ans, défaite d'Abdou Diouf, élection d'Abdoulaye Wade. Alternance du 25 mars 2012, défaite d'Abdoulaye Wade, élection de Macky Sall. Ma question, Macky aurait-il effacé Wade comme Wade aurait effacé Diouf et Diouf Senghor? Voilà. Oui, il y a quelque chose d'un peu absurde dans cela. Le 19 mars, quand même, c'est une date très importante. La première alternance politique paisible, démocratique, dont tout le monde nous a envié. Je pense que c'est une date importante. Moi, elle continue à être une date importante pour moi. Les présidents passent, mais aussi ce qu'ils ont réalisé reste. Abdoulaye Wade a été quand même quelqu'un qui a beaucoup contribué à la démocratie sénégalaise. Et c'était la première alternance par les urnes. Historique. Oui. Et là aussi, 25 mars, assez importante. On était quand même dans une situation difficile, qu'on doit quand même garder encore présent à l'esprit, une situation difficile où il y avait une volonté d'imposer un certain nombre de choses, restreindre les libertés démocratiques. Je pense que l'alternance de Macky Sall est tout aussi digne du même prestige, mais il faut aussi que ce régime en place et les politiques actuelles n'oublient pas d'où on vient. Est-ce qu'il n'y a pas volonté chez nos présidents, parce qu'on a vécu ce qu'on a appelé la désynchronisation, certains parlent de wadisation, peut-être demain de démaquillage, je ne sais pas comment on peut le formuler. Est-ce qu'il n'y a pas dans la tête de nos chefs d'État toujours cette obsession à vouloir effacer le successeur?
Ça ne peut pas s'effacer de toute façon, mais la lecture de l'histoire étant toujours une lecture sélective, et que comme on le dit très souvent, l'histoire n'enseigne parfois que le bon usage du doute, et que toujours on sera dans cette posture où on verra que on peut essayer d'effacer quelque chose. Cheikh Anta Diop n'était-il pas presque effacé? Ne fait-il pas un grand retour? Mamadou Dia, un grand retour. Je pense qu'on ne peut pas effacer ces marques de l'histoire. Je pense qu'il serait même dans l'intérêt de tous, et surtout de la postérité, de conserver tous ces acquis considérables, de conserver toute cette mémoire positive dont la jeunesse a tant besoin d'aujourd'hui, dans un monde où il y a plein d'interrogations. Et quelqu'un a posé une question en disant, est-ce que les écrits de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, défunt khalife général des Tidianes, comme de tous les autres, ne devraient pas être intégrés dans les enseignements dans nos universités? En 10 secondes. Oui, beaucoup de ses œuvres, surtout sur la critique sociale, surtout sur la critique de la mondialisation. Et ça, on y travaille. Il y a une plateforme aujourd'hui religieuse avec les Cheikh Gueye de Enda Thiamone, Abdelaziz Mbacké Madiali, Cheikh Tidiane Sy de Tivaouane. On essaye parce qu'il ne faut pas oublier aussi. Absolument. Oui. C'est tout cela qui fait notre héritage. On essaye aujourd'hui de faire revivre cet héritage-là, parce que, comme je le dis souvent, nous sommes dans un monde libéralisé où circulent des offres. Si notre offre spirituelle et culturelle n'est pas positionnée, nos enfants vont consommer d'autres offres. Merci. Bakary Samb, vous êtes politologue, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et directeur de Timbuktu Institute. C'est la fin de cette émission Le Grand Jury, présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane. Dans un instant, le journal de midi avec Barthélémy Ngom, Abdoulaye Diop à la technique, digital manager Maguette Koulibaly. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.